Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de la saison 2 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, vous écoutez deux nouveaux intervenants qui nous parleront du corps. Le corps dans toute sa complexité, le corps transformé, le corps manipulé, le corps et ses impératifs et normes genrées. Je suis donc accompagnée de Daniel Rossi, psychologue et sexologue qui nous parlera de l'hypersexualisation de la société, de Kevin Guigou qui nous parlera de la transidentité, et quant à moi, je vous parlerai du corps et de ses normes en m'appuyant sur de nombreux ouvrages littéraires. Entre manipulation et intime conviction, entre impératifs sociaux et pleine découverte de son corps, pleine découverte de ses particularités, écoutons à présent Daniel et Kevin se présenter. Donc je me présente, je suis Daniel Rossi, je suis psychopraticien relationnel, sexologue et conseiller en relations conjugales. Je travaille en cabinet libéral où je reçois des personnes seules ou des couples, des ados, des enfants. Je travaille aussi en collaboration avec les services pénitentiaires sur la problématique des violences conjugales. On va bientôt mettre en place aussi une problématique au niveau des addictions, alcool et drogue. Donc voilà, j'essaie de me diversifier dans mon travail pour ne pas rentrer dans la banalité entre guillemets. Du coup, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Kevin Guigou et je suis militant LGBT et plus précisément sur ce qui va toucher les thématiques de notion de genre et de transidentité. Dans le cadre professionnel, je travaille à l'association ENIPS, donc c'est une association en santé sexuelle, donc issue du mouvement communautaire LGBT aussi. Et nous proposons donc le dépistage du VIH, de l'hépatite B et C. Donc nos actions ont lieu dans des campus, des CJ, des établissements de nuit, des centres LGBT. Je suis un homme transgenre. Donc, ça signifie qu'à la naissance, je n'ai pas été assigné homme. Donc, je n'ai pas toujours été comme je suis actuellement. Et pourtant, je me suis toujours identifié comme tel et j'ai toujours eu ce besoin, en fait, de me sentir en accord avec moi-même, donc de faire ma transition. Et voilà. Dans cet épisode, nous parlons corps, nous parlons de tous les corps, mais savez-vous définir ce terme ? Il s'agit de la partie matérielle, physique d'un être animé, considéré en partie par une anatomie. On distingue et sépare très souvent un corps d'un esprit, alors que ces deux parties sont liées par un vécu, un ressenti propre et personnel, une histoire et une aspiration. Chaque corps et chaque personne est unique et particulière, mais la société, et surtout la généralisation de celle-ci, a imposé des normes qui sont différentes en fonction de l'époque et de la localisation. Ces normes qui tantôt valorisent tel comportement et discriminent tel autre, ces normes qui imposent tel comportement ou telle pensée aux individus dits masculins XY et telle autre personne dite féminine XX. Au niveau du corps et de la norme, le livre Amour et sexe d'Isabelle Filiosa et de Margot Fried Filiosa nous dit que certaines et certains sont mâles ou non-voyantes, sourds, neuroatypiques, atteints de troubles 10, touchés par une maladie grave ou invalidante, porteuses d'un handicap moteur ou mental plus ou moins important, que ce soit suite à un accident ou de naissance. Certaines personnes ont un handicap qui se voit, d'autres non. On ne se sent pas moins différente. Quand on est en situation de handicap, on est en effet hors de la norme. Mais que veut réellement dire le mot norme ? Il fait référence à une moyenne statistique, sans jugement de valeur, qui se définit par le rapport à la fréquence, à la majorité des cas. Être anormal, ce n'est pas bien ou mal, c'est simplement ne pas tomber dans la même case que la majorité. Appartenir à une minorité, quelle qu'elle soit, nous place en décalage avec les autres. Ce décalage est réel et nous ne le minimisons pas.
et comme nous avons l'habitude de dire, que vous soyez cisgenre, transgenre, non-binaire et de toute sexualité quelle qu'elle soit, vous n'en restez pas moins humain. Et donc, Kevin, tu as fait ta transition de genre, tu fais partie de la communauté LGBTQIA+, communauté qui est dite minorisée, tout simplement car la majorité statistique de la population est cisgenre et hétérosexuelle. Cisgenre, pour rappel, signifie qu'une personne est en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance, et donc l'inverse pour une personne transgenre, soit 1 à 3% de la population mondiale selon RTBF en 2017, un chiffre en constante augmentation, et donc sur 7,7 milliards d'humains, cela représente entre 77 millions et 231 millions d'individus. Grande minorité quand même qui mérite que l'on s'y intéresse et que l'on respecte et considère comme il se doit. Kevin, peux-tu nous parler alors un peu plus des étapes par lesquelles tu es passé ? Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et ça a été énormément d'étapes à parcourir. Et je crois que des fois, je réalise toujours pas. Il faut savoir que j'ai débuté ma transition, j'étais mineur, donc j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Donc, en fait, au final, j'ai vécu 17 ans dans une identité qui n'était pas la mienne. Et 17 ans à être mal, à ne pas avoir confiance en soi. Et tout était absolument brouillé, en fait. Donc, c'était clairement 17 ans de souffrance identitaire. Et je dirais 14 ans d'incompréhension de moi-même. Parce qu'en fait, c'est seulement à 14 ans que j'ai pu poser un mot sur qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce qui me mettait en fait mal au final. Mais bon, quand j'observe où j'en suis 3 ans plus tard, en fait, je me dis que j'aurais jamais cru en être là actuellement et j'aurais jamais cru à ce bonheur. En fait, j'idéalisais beaucoup ce corps-là et je me disais que c'était juste un rêve qui était impossible et qu'en fait, ça ne serait jamais pour moi, quoi. Voilà. Mais donc ça aussi, je pense que c'est une belle évolution de constater où j'en suis maintenant par rapport au désir, on va dire, que j'avais avant. Et passer de l'homme, par exemple, qui attend le jour de sa première injection de testostérone à celui qui en a fait une routine, je pense que ça représente déjà beaucoup d'évolution et un grand changement de réflexion. Donc, je disais, l'évolution, en fait, elle est autant mentale que physique, parce que, étant donné que, du coup, vu que je le sens mieux dans mon corps, mon comportement, il est bien plus doux et bien plus calme. Et je pense, en fait, que l'évolution, elle se fait constamment, parce que dès que je me regarde dans le miroir, par exemple, avant d'aller à la douche et que je vois mon torse, je ressens une euphorie de genre en fait, et c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu ressentir et ça aussi c'est vraiment incroyable. Et passer de dysphorie à euphorie, pardon, passer de tout faire pour cacher sa poitrine à tout faire pour regarder son torse, ou de rêve à réalité en fait, ou de désaccord à accord, tout simplement, ça c'est, je pense, le ressenti le plus satisfaisant en fait. Et du coup, si je devrais dire comment je ressens mon évolution personnelle via ma transition, je pense que voilà, je dirais ça en positif. Après, au niveau de mes proches, bien évidemment, quand ils ont commencé à me gérer correctement aussi, ça m'a apporté une immense satisfaction, un très grand sentiment de fierté. En fait, c'était génial. Et pour ma part, je sais que c'est une chose qui ne demande absolument aucune difficulté et aucun effort de genrer une personne. Car je pense que en fait, chacun est libre de se définir comme il veut. Mais je pense que cette identification, elle doit être respectée, car ça représente une partie en fait, très importante du bien-être de la personne. Et j'entends que pour des proches, cela puisse demander un temps d'adaptation, un certain temps, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des limites à respecter. Je pense qu'il ne faut pas confondre mauvaise foi et temps d'adaptation. C'est pour ça que je ne suis pas le genre de personne qui va hurler sur une personne, sur un proche qui met genre tout de suite. Voilà, mais je pense que j'ai des limites et qu'au bout d'un certain temps, quand c'est abusif, je préfère me protéger moi-même et au final m'éloigner des personnes en fait qui au final, je me rends compte que c'est pas juste qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est juste qu'ils n'acceptent pas. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance entre ça. Voilà.
Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi le côté administratif où j'ai pu voir ma modification de prénom. Ça a pris moins de 3 mois, donc ça a été assez rapide quand même. Donc ça a plutôt été une bonne surprise au final. Et en fait, ça a été très, très rassurant d'un côté et ça a été très satisfaisant de me dire que légalement, en fait, mon identité était reconnue et que mes papiers allaient être en accord avec qui j'ai toujours été. Et au final, en fait, toutes ces petites étapes, le prénom, l'acceptation de mes proches, les hormones, les changements, ça représentait autant du coup l'évolution physique, parce qu'il y a eu un énorme changement en regardant des photos comparatives, ça a vraiment pas rien à voir, parce que je suis toujours la même personne. Je parle bien du physique, hein, pas du comportement, tout ça. Voilà. Après, au niveau mental, oui, ça m'a aussi changé quand même, en fait, dans le sens où avant, comme j'ai dit juste quelques minutes auparavant, j'étais peut-être plus agressif, plus susceptible, j'étais vraiment tout le temps sur la défensive constamment. Et là, en fait, que je suis en accord avec moi-même, je pense que je peux vraiment dire aujourd'hui que j'ai cette euphorie et que je me rends compte que tout ça est derrière moi. Je pense que ça a vraiment viscéralement changé ma vie, quoi. Mais pourquoi est-ce si important de parler du sexe d'une personne, de son changement de genre par le biais ou non d'hormones ou d'opérations? Pourquoi est-ce que la vie sexuelle d'un individu est-elle si importante? On accorde de plus en plus d'importance à la sexualité, surtout en multipliant les références à celle-ci. Peux-tu nous donner la définition de l'hypersexualisation, Daniel, et nous expliquer ce concept? Alors l'hypersexualisation, c'est un phénomène qui a commencé à apparaître, je dirais, pratiquement en même temps que la montée du capitalisme à outrance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les industries, tant de l'habillement que des cosmétiques, se sont aperçues qu'il y avait une problématique à faire rentrer de l'argent avec les parents, parce qu'il y avait une sorte de restriction financière qui se mettait en place, parce que on est bien obligé à un certain moment de faire des choix. Donc ils ont trouvé l'astuce diabolique de se retourner vers une cible très, très, très simple à toucher, ce sont les adolescents et les enfants. Donc partant de là, par le biais du cinéma, par le biais des vêtements, par le biais des cosmétiques, par toute une sorte de biais, Internet bien entendu, les nouvelles cibles de ces industriels, de ce grand capital, ce sont les adolescents. Donc les adolescents vont être ciblés et on va faire passer un message. Pour être quelqu'un de bien, il faut que tu correspondes à cette norme-là. Donc une norme. La grande différence de ce qui s'était passé pendant les années 60, où les adolescents avaient réussi, par le biais de la musique et par le biais de la mode vestimentaire, à se différencier de leurs parents. Il y a Laurent Voulzy qui dit je me rappelle de mes parents qui dansaient sur Luis Mariano. Les jeunes commençaient à se différencier. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs normes, tout ce grand capital essaye de ne mettre en place qu'une seule norme. C'est-à-dire cette norme, c'est pour une femme, il faut qu'elle soit... Pardon. Pour une femme, il faut qu'elle ait des gros seins, des grosses fesses, une petite taille et des lèvres pulpeuses. Et un garçon, il faut qu'il ait des tablettes de chocolat, des beaux pectoraux, etc. Ça paraît un peu étrange de parler comme ça et de dire finalement tous les gens ne sont pas comme ça, mais très souvent, le critère de beauté aujourd'hui, c'est ça. C'est voilà, la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Alors ces critères de beauté, on voit qu'il est quand même évolutif. Quand on s'amuse à regarder des tableaux du XVIIe siècle, du XVe siècle ou autre, on voit que la beauté féminine et même la beauté masculine a vraiment évolué. On n'est plus dans les mêmes critères. Mais aujourd'hui, ces critères, ils sont dans un but lucratif. Voilà. Donc l'hypersexualisation, c'est quoi? C'est le fait quelque part, de sexualiser toute chose. C'est-à-dire qu'on va vendre de la lessive, la nana, elle est à poil. On va vendre un parfum, la chemise du bonhomme, elle est ouverte pour qu'on puisse voir ses pectoraux et ses tablettes de chocolat. Donc tout est sexualisé.
Voilà en gros ce que peut être l'hypersexualisation de la société, tout bêtement. Les normes de genre imprègnent toute la vie dès avant la naissance, reflétées notamment par les comportements et la configuration des relations interpersonnelles. Elles sont transmises dès l'enfance, avant tout par les parents et la famille, l'école et les groupes de pairs. Dans ce contexte, les enfants apprennent aujourd'hui encore des comportements typiquement associés à un rôle de genre. Ceux qui n'adoptent pas le comportement souhaité sont fréquemment corrigés, voire sanctionnés entre guillemets pour leur bien, et ce bien doit souvent être compris comme étant défini par d'autres. Ces rôles de genre hypersexualisés, aujourd'hui, sont à viser des enfants car facilement manipulables, mais se généralisent, comme nous l'a expliqué Daniel, à l'ensemble des individus. Mona Chollet, dans son livre Beauté fatale, nous parle de l'influence de la presse féminine et nous dit « Les journalistes de la presse féminine ont coutume de rétorquer que les lectrices ne sont pas idiotes, elles savent très bien faire la part des choses. » Or, l'intelligence n'a rien à faire dans la réception de ces discours, car ils sont inévitablement un effet. Ils jouent sur les craintes et les failles très intimes qui ne cessent de titiller, d'entretenir la peur de vieillir dans une société qui semble ne concevoir les femmes que jeunes, par exemple. D'après toi, Daniel, quelles sont les images que sont renvoyées par les médias, justement ? Des images qu'on trouve à tous les niveaux, y compris dans la chanson. Bon, c'est vrai que depuis que les mouvements féministes, avec balance ton porc, j'allais dire balance ton quoi, non, balance ton porc, c'est une très belle chanson en plus. C'est vrai que ça a mis une sorte de frein à cette hypersexualisation, et c'est très très bien. Mais jusqu'à peu, c'était dans les chansons, les rappeurs qui s'exposaient avec une tonne de bijoux autour de leur cou et d'un nanan en maillot qui lavait des voitures avec des grosses éponges. Mais quelque part, c'est ça. On s'aperçoit que ce sont des images. Ce sont des images que tous les jeunes, voire les moins jeunes, reçoivent. Bien sûr, des images qui nous renvoient directement à la pornographie. La pornographie avec cette banalisation de la sexualité qui aujourd'hui est devenue une sorte de denrée, comme si on allait acheter un pain ou un paquet de pâtes. Il y a une telle banalisation de la sexualité et de l'image de l'individu qu'aujourd'hui la sexualité c'est devenu on pourra presque un jour aller dans un supermarché et acheter, comme on peut trouver à Amsterdam, acheter une femme dans un paquet lessive ou je ne sais quoi. Donc là, c'est vraiment l'hypersexualisation, c'est ça, c'est la sexualité à tous les niveaux. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à mettre de la sexualité dans les couches de bébé, mais ça risque d'arriver un jour. Voilà, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais on en est presque là. C'est tellement devenu banal. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un film. Attention, je ne suis pas puritain, je ne suis pas pudibond, mais aujourd'hui, on ne peut pas voir un film, quel que soit ce film. Il n'y a aucun film où il n'y ait pas une scène de sexe. Voilà, c'est le passage obligatoire. Pour que le film soit bon, il faut qu'il y ait une scène de sexe. Donc cette hypersexualisation, c'est hyper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de partout. C'est présent à tous les niveaux. Valable tant pour les hommes que pour les femmes, l'hypersexualisation, c'est donc attribuer un caractère sexuel à ce qui ne l'est pas, valoriser l'apparence et la séduction et vivre sous une pression constante qui prône l'importance de correspondre aux images véhiculées par notre société. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette hypersexualisation, elle dépasse même, je dirais, les espérances des trusts qui ont inventé ça. C'est qu'au départ, c'était les jeunes filles qui étaient ciblées, et aujourd'hui, c'est l'ensemble. Ce sont les garçons, ce sont les filles. Donc, le garçon doit être comme ça, la fille doit être comme ça. Effectivement, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à voguer sur la vague du féminisme.
Ok, bon, on va respecter les femmes, ben, on va peut-être, pour compenser, on va peut-être manquer de respect aux hommes. Donc oui, adopte un mec, comme adopte, Dieu sait si j'aime les animaux, adopte un chien, adopte un hamster, adopte un mec, pourquoi pas. Et on le voit l'autre jour, je lisais un article sur le site pornographique Jackie et Michel, qui disait que les femmes étaient rémunérées, mais les hommes n'étaient pas rémunérés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire voilà, baise ouverte, excusez-moi, mais baise ouverte. Vous avez le droit de venir, vous n'êtes pas rémunéré, et les femmes, par contre, en contrepartie, moi j'appelle ça la prostitution, excusez-moi. Hein. Après, on le voit comme on veut, mais on voit ce schéma. Et cette hypersexualisation, elle a un impact sur l'individu, plus particulièrement sur les filles. L'impact, il est dans ne serait-ce que le fait des menstruations qui aujourd'hui arrivent beaucoup plus tôt. Si on s'amuse à regarder, alors j'ai regardé, alors c'est vrai que les dates sont quand même assez éloignées. En 1850, les premières menstruations étaient à 15 ans. Aujourd'hui, elles sont à 11 ans, 12 ans. Ça paraît peu, surtout dans le temps, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe dans cette notion de menstruation? On est dans un schéma où, là je parle de la fille, mais le garçon aussi fonctionne comme ça. Le schéma fait que l'individu, enfant, va adopter des comportements d'adolescent, et qui plus est, l'adolescent va adopter des comportements d'adulte. Donc qu'est-ce qui se passe? Un comportement qui fait que, physiquement parlant, cognitivement parlant, l'individu a cette maturité, mais psycho-affectivement parlant, l'individu reste un enfant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des jeunes adolescents qui ont des rapports sexuels. N'oublions pas qu'un rapport sexuel, c'est pas forcément une pénétration. Un rapport sexuel, ça peut être une fellation, ça peut être un cunnilingus. C'est un rapport sexuel. Et ces enfants ont des rapports sexuels, mais leur maturité affective d'enfant fait qu'ils rentrent dans un monde. Le premier rapport sexuel, ça change un individu. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade à un autre stade. Et cet individu qui a un rapport sexuel trop tôt, mais qu'est-ce qu'il fait? Affectivement parlant, il est enfant, et cognitivement parlant, et au niveau physique, il est adulte. Donc il y a un décalage entre lui, et donc ça crée des problématiques. Pour revenir sur les propos de Daniel concernant la rémunération numéraire des femmes, contrairement aux hommes, cela fait écho à la sombre et horrible histoire de Pascal Opé. En décembre 2021, Le Monde a consacré une enquête gigantesque sur les affaires de violences sexuelles dans la pornographie française. En effet, Pascal Opé, producteur de films X, organise tous les dimanches des bukkakés, des viols collectifs par des dizaines d'hommes sur une femme. Pour revenir sur le procédé, Julien D était le recruteur des femmes. Il se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux et se liait d'amitié avec des femmes en situation de précarité financière. Au bout d'un certain temps, il leur proposait de se prostituer auprès d'un homme et d'être rémunérées pour cela. Elles n'étaient alors jamais rémunérées et encore plus endettées car elles payaient elles-mêmes l'hôtel. Ce premier acte de prostitution casse les barrières psychologiques, ce qui lui permettait ensuite de proposer plus hard et mieux rémunéré. Proposé donc au bout d'un certain temps de tourner un film pornographique pour Pascal Opé, ces femmes étaient bien piégées et manipulées par un recruteur. Les hommes, eux, recevaient la gratification de violer une femme et d'avoir toutes les libertés sur elle. Julien D, le recruteur, faisait ça bénévolement, son plaisir étant de regarder des vidéos de viols collectifs de femmes qu'il a piégées. Pascal Opé, quant à lui, est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale ainsi que par d'autres chefs d'accusation. Cette affaire montre bien la valorisation supposée qu'ont les hommes à l'acte sexuel, une supposée pulsion sexuelle qui viendrait assouvir sans rien demander en retour.
Cela nous montre également la banalisation de la violence. Si l'on regarde au-delà de ces horribles personnes qui ont monté ce coup, les spectateurs et spectatrices sont bien au rendez-vous à la sortie de ces vidéos. Les films encouragent également cette banalisation de la violence en mettant en scène des actes comme forcer pour obtenir un baiser, à forcer l'acte sexuel non consenti, etc. Banalisation et valorisation des actes sexuels extrêmes ne sont au bénéfice seulement du système patriarcal. Quelles sont les autres problématiques liées à l'hypersexualisation, Daniel ? Ça crée un manque de confiance en soi, ça crée une sorte de course vers la perfection, des problématiques qu'on peut trouver aussi je sais que ça a un nom spécifique, mais c'est SMS, c'est sexto, voilà, les sextos, les SMS que s'envoient les jeunes qui ont soit une connotation sexuelle, soit qui sont typiquement sexuelles. Moi, l'autre jour, j'ai reçu une gamine elle avait entre 11 et 12 ans. Elle me montrait des textos que lui avait envoyé un gars de sa classe. Alors certes, c'était un abricot et une aubergine, mais on sait bien ce que ça veut dire, l'abricot et l'aubergine. Hein. L'abricot, c'est le vagin, l'aubergine, c'est le pénis. 11 ans. 11 ans. Moi, 11 ans, j'étais très con, excusez-moi du terme, ou du moins j'étais aussi con que les jeunes de 11 ans de mon époque. Partant de là, on voit que cette notion, elle nous renvoie. Alors j'ai fait un petit topo. Violence. 4 violences. Une violence symbolique par la transmission de stéréotypes du genre femme-objet et homme-dominateur. Une violence sociale engendrée par la banalisation et la pornographisation de l'univers médiatique. Une violence économique par la glorification de l'acte de consommer et la pression sur les plus jeunes, et une violence politique entretenue par l'impossibilité ou la non-volonté de l'État à protéger les enfants et les jeunes d'un capitalisme débridé. Donc on pourrait, voilà, j'ai noté ces quatre niveaux de violence qui, à mon sens, reflètent totalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Et est-ce que cette hypersexualisation ne fait pas autant de mal aux adultes ? Au lieu de les libérer avec cette révolution sexuelle, est-ce que cela ne les a pas encore plus enfermés dans de nouvelles obligations ? Oui, mais même au niveau adulte, bien entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'adulte n'échappe pas à cette hypersexualisation. C'est dirigé vers les enfants, mais tant que faire se peut, si ça peut aussi toucher les adultes, c'est une problématique qui est très vicieuse. D'un côté, on est dans la malbouffe. C'est-à-dire la malbouffe, elle nous dit à la fois qu'on peut manger tout et n'importe quoi et en quantité énorme, donc on a nos corps qui grossissent, on a nos corps qui deviennent tout flétris. Cette malbouffe, elle est due d'une part au fait que les gens n'ont plus assez d'argent pour se nourrir. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais quand on voit le prix des fruits et des légumes, c'est pas évident de les manger. À un certain moment, il fallait boire beaucoup de lait. Il fallait boire beaucoup de lait, ça faisait du bien à notre santé. Ça faisait surtout du bien au stock de lait de la communauté européenne qui débordait, c'est le cas de le dire, de tous les côtés. Donc on voit finalement que ces messages ne sont pas dirigés pour le bien-être de l'individu, mais pour le bien-être de la société de consommation. Il faut consommer. Donc on nous dit d'un côté, mange beaucoup, vas-y mange, tu grossis, puis d'un autre côté, tu es trop gros, il faut que tu maigrisses. Ah mais attention, on a de bonnes cures d'amincissement, on a de bons moyens de te faire maigrir. L'individu devient l'objet de la société. Normalement, la société, elle est créée par des individus. Aujourd'hui, c'est la société qui crée les individus. On est des pions. On doit manger, maigrir. On doit travailler, mais pouvoir faire du sport pour être beau, selon la norme sociétale. Donc on voit que l'individu est pris dans un schéma destructeur. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de l'épidémie de Covid, ça éclate encore plus. C'est-à-dire qu'on nous enferme, mais on a le droit d'aller travailler. On doit aller travailler, mais par contre, on ne doit pas aller se promener. On doit rentrer à la maison. Maintenant, on a libéré les gens. Mais on nous dit attention. Il faut faire attention parce que
parce que c'est en train de repartir. Je ne remets pas en cause le fait du Covid, entendons-nous bien, hein. Je dis simplement qu'on nous instrumentalise. Donc, au niveau de l'individu, revenons à notre sujet initial, au niveau de l'individu, qu'est-ce qui se passe dans cette sexualisation? Parce que l'adulte, pour pouvoir plaire, pour pouvoir être un objet d'amour, ben, il se doit d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et on voit des gens bon, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas de problème à avoir un beau corps, c'est plus simple pour eux. Mais on voit des gens de 40, 50, 60 ans qui commencent à rentrer dans un schéma. Il ne faut pas que j'ai de ventre, il ne faut pas que j'ai ci, il ne faut pas que j'ai les seins qui tombent. Alors les femmes, à partir de 40 ans, elles se font pratiquement toutes refaire les seins. L'homme, ben, il faut pas qu'il ait de ventre, il faut qu'il ait des abdos, il faut pas qu'il ait ci. C'est-à-dire qu'on refuse de vieillir parce qu'en vieillissant, quelque part, c'est le message véhiculé, on perd de notre attirance. On n'est plus l'objet d'amour, on perd à la fois notre désir et le désir qu'on peut susciter chez l'autre. Donc, pour pouvoir être désiré, il faut qu'on rentre dans cette norme-là. Et cette norme, elle est aussi véhiculée par. Je parlais tout à l'heure des films pornographiques. Mais les films pornographiques, ils ont. Aujourd'hui, dans les films pornographiques, ils ont sorti le porno pour femmes. Voilà, le porno pour femmes, c'est merveilleux le porno pour femmes. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer dans un film pornographique de mettre une norme qui, selon ces messieurs, correspondrait aux attentes des femmes. De par mon métier de sexologue, de temps en temps, je regarde ce que sont ces films. Et dans le porno pour femmes, là, la grande différence du porno pas pour femmes, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de claque sur les fesses. Il n'y a pas de geste, entre guillemets, de violence, parce que parlons aussi de cette violence. D'accord ? Donc finalement, le porno pour femmes, c'est exactement la même chose que le reste, hormis le fait qu'on a changé son nom, et que quelque part, madame semble être consentante. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices, hormis le fait qu'on a enlevé des petits gestes, entre guillemets, de violence, mais les normes de la sexualité, les nouvelles normes de la sexualité, sont exactement les mêmes. Mais ça s'appelle porno pour femmes. Donc on voit que cette manipulation, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux. Pour mieux comprendre les images dans la culture audiovisuelle, revenons sur les concepts de male gaze et de female gaze. Le male gaze représente le regard masculin, concept théorisé par Laura Mulvey en 1975. On peut le définir comme le fait que les médias et la société imposent la perspective d'un homme blanc cisgenre hétérosexuel dans la culture audiovisuelle. Ainsi, le cinéma en général, et donc les films pornographiques également, sont réalisés en majorité par et pour des hommes blancs et hétéros. Ce regard, comme nous le dit Daniel, se matérialise par une objectification du corps féminin et l'invisibilisation de l'expérience féminine. Jeanne Berger nous dit même « Les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être regardées ». Le female gaze n'est pas pour autant l'opposé, mais surtout une nouvelle manière de filmer les corps, surtout les corps féminins, créer un nouveau regard sur celui-ci. Le male gaze, c'est donc l'objectification des corps pour les rendre désirables. Le female gaze, c'est filmer les corps en tant que sujet de désir. Tout est dans la nuance. Il semble intéressant à présent d'en apprendre plus sur la transidentité avec le témoignage empathique et très complet de Kevin. Alors Kevin, peux-tu nous parler de l'annonce de ta transition à tes proches ? C'est vrai que je vais pas te mentir, mon coming out, ça a été une des choses en fait qui me stressait le plus. Parce que d'un côté, j'avais peur en fait de perdre ce que j'aime, peur de ne pas être accepté, aussi une peur d'être incompris, de rester dans ce sentiment de douleur en fait. Je me disais que peut-être que je resterais coincé avec ma dysphorie et je pense que j'avais aussi peur d'être assimilé. D'un côté, c'est peut-être cru ce que je veux dire, mais j'avais peur d'être vu comme un monstre par ma famille, par mes amis, en fait par ceux que j'aime. Et sachant que j'étais quand même assez rejeté à l'école,
j'avais pas beaucoup de vie sociale, on va dire, et je voulais absolument pas perdre cette vie sociale. Et donc, c'est pour ça que je pense que mon coming out, j'ai pris, j'allais dire des mois, mais non, en fait, des années à le faire parce que je voulais le sortir. Je voulais, j'ai culpabilisé pendant longtemps de ne pas avoir réussi à le faire avant. Mais pour moi, c'était tellement difficile et tellement stressant qu'au final, ça a pris tellement d'années, en fait. Ça a bien pris. De toute façon, moi, j'ai pu poser un mot sur ma transidentité, enfin, connaître le mot transidentité et comprendre que c'était ça à mes 14 ans. Et j'ai fait mon coming out à peu près vers mes 17 ans. Donc, si tu fais le calcul, j'ai dit que j'avais commencé ma transition à 16 ans et demi et que j'ai fait mon coming out à 17 ans. Donc, il y a eu 6 mois entre-temps où, on va dire, mes proches n'étaient pas au courant. Et en tant que mineur, c'est déconseillé de faire son propre traitement, sa propre automédication, chose que vraiment j'ai faite, mais que je déconseille. Il ne faut pas faire ça du tout. Je suis l'erreur même, en fait. Mais d'un côté, en fait, j'avais besoin de faire cette erreur parce que je sais très bien que si je ne commençais pas tout de suite, ma vie en dépendait au sens propre. Du coup, je ne vais pas expliquer comment j'ai fait les 6 premiers mois pour avoir accès, voilà, pour pas inciter les personnes et pour pas influencer dans le mal, on va dire, parce que pour moi, c'est pas du tout le bon raisonnement. Ce qui intéresse, c'est la bonne partie, je pense. Donc, pour en revenir au coming out, j'ai raisonné donc du coup pendant plusieurs mois, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pris du recul, je me suis posé des questions, j'ai fait un travail sur moi-même. Et je me suis demandé en fait si ce que je craignais, c'était en fait une réalité ou juste une peur. Mais en fait, j'ai vraiment compris que ces craintes, elles sont pas du tout réelles, parce qu'en fait, nous ne sommes pas des monstres et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur notre identité. Elle nous appartient et c'est nous-mêmes qui nous définissons comme ça et personne n'a le droit d'émettre un jugement ou de la qualifier de quoi que ce soit de péjoratif. Donc en fait, une fois que j'ai compris que la transidentité, c'était pas quelque chose de mal et que au contraire, je pense que c'était ce qui allait me sauver et que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir être heureux, vraiment m'épanouir et me développer, j'ai totalement dédramatisé la chose et j'en ai parlé d'une manière spontanée et super positive en fait à mes amis, à mes proches. Bon, mes amis étaient quand même, comme je l'ai dit, plus qualitatifs que quantitatifs. Et sans étonnement, ça s'est très bien passé. Et ils se sont très, très vite habitués au prénom il et au prénom qui me définissait, donc c'est-à-dire Kevin. Et voilà, donc au niveau de mes amis, en fait, ça m'a quand même aidé en fait, de voir leur réaction, de voir que c'était si positif. Ça m'a encouragé à continuer. Je me suis dit, bon, le pas amical, c'est fait. Peut-être que maintenant, le pas familial, ça se passera aussi comme ça. Peut-être que, voilà. En tout cas, une chose était sûre, c'est que je voulais pas faire un coming out on va dire, j'allais dire dramatique, mais non, c'est pas du tout le mot. Un coming out où j'annonçais, entre guillemets, une mauvaise nouvelle, où je disais, j'ai quelque chose à vous dire, je suis désolé si ça vous fait de la peine, c'est pas ce que je veux, j'espère que vous m'acceptez. Non, c'était plus dans le sens, je dois vous dire quelque chose, j'ai trouvé ce qui va me rendre heureux, j'ai trouvé qui je suis vraiment, c'est certain, j'ai trouvé mon identité, je vous le dis avec fierté. C'était vraiment, j'annonce qui je suis et je t'annonce pas une mauvaise nouvelle parce qu'en fait, mon identité, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça m'appartient et si t'es pas content, je vais essayer de te raisonner un petit moment, de comprendre qu'est-ce qui fait que t'es pas content, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça te dérange. Puis après, je vais voir s'il y a le côté, comme j'ai dit, mauvaise foi ou le côté vraiment adaptation. Petit à petit, j'ai fait en fait une page Instagram pour essayer d'être présent un maximum en fait pour la communauté LGBT et partager en fait mon début d'expérience et du coup accompagner les personnes dans le besoin ou les accompagner en fait vers une éventuelle euphorie ou un soutien ou voilà quoi, enfin qui ne ressentent plus la dysphorie ou pas forcément qui ne ressentent plus parce que je suis personne pour avoir la prétention de dire ça, mais un minimum pour les aider. Enfin, mon but c'était vraiment de les aider, de les accompagner et je me sentais bien en fait de faire ça quoi. Donc, à ce moment-là, en fait, quand j'ai créé cette page Instagram, j'ai réalisé une formation pompier volontaire. En fait. Donc, j'étais en train d'être pompier, voilà. Et en fait, ma page Insta
petit à petit, elle s'est mise à fuiter et mon groupe de formation, en fait, n'était pas du tout ouvert d'esprit. Il était très rattaché aux normes sociétales, mec, hétéro, cis, enfin voilà, tout ce qui est considéré hors normes, même si pour moi les normes ça ne veut rien dire, mais vous comprendrez quand je dis ça, c'était forcément source de moquerie, source de rabaissement, enfin voilà. Et si on avait un qui le faisait, bien sûr, tout le monde devait le faire, voilà, parce que sinon, une personne qui me soutient, elle aussi, allait s'en prendre plein la gueule, excusez-moi du terme. Je ne veux absolument pas dénigrer les pompiers et quoi que ce soit, pas du tout. Je dis juste que mon groupe n'a pas été cool avec moi et ce n'est pas du tout la faute des pompiers, c'est la faute de ce groupe-là qui était avec moi. La représentation dans les médias traditionnels ou non des personnes minorisées et notamment LGBTQIA+, est très compréhensible en raison de la faible représentativité de ces personnes-là dans les médias traditionnels et le cinéma. Nous prenons le post sur la représentation LGBTQIA+, du blog de Niel. 83% de ses abonnés, soit 1600 personnes, trouvent que les personnages LGBT+, dans les films et les séries ne sont pas fidèles à la réalité et seulement 14% d'entre eux se sentent représentés dans la culture audiovisuelle. En 2016, 11% des séries télévisées représentaient des personnages lesbiens ou bisexuels, dont seulement 16% de ces séries avaient une fin heureuse. En 2019, sur 22 films avec des personnages LGBT+, 56% des personnages queer apparaissent dans moins de 3 minutes à l'écran. Pour savoir plus, nous vous recommandons fortement le livre La puissance des images. Ce qui revient beaucoup dans son sondage, c'est que les personnes LGBT+, restent très superficielles et clichés dans les œuvres actuelles. Cela s'explique encore par ce fameux male gaze. Ces films ne sont pas réalisés par des personnes concernées, ce qui les amène à des représentations stéréotypées et faussées ou à un faible développement du personnage dans son histoire. On voit par exemple beaucoup d'hypersexualisation des lesbiennes à l'écran, une fétichisation encore orientée plaisir masculin. Pour continuer avec ton témoignage, Kevin, comment s'est passé ton coming out auprès de ta famille ? Le cadre familial, c'est vrai que c'était celui qui me faisait vraiment le plus peur parce que j'ai un amour très fort pour mes parents. Donc, j'avais aussi peur d'une chose en particulier, c'est que je ne connaissais pas vraiment leur position sur ces thématiques-là. On n'avait jamais vraiment discuté. Donc, je ne pouvais pas me faire un préavis. Donc, c'était vraiment du suspense à 1000%. Je ne savais pas ce qu'ils pensaient, par exemple, des LGBT, des personnes trans, tout ça. Je n'avais mais absolument aucune idée. C'était une chose dont on n'avait vraiment jamais parlé. Je savais juste que, par exemple, en fait, par exemple, mon père s'en fichait, ma mère. En fait, je sais pas, on avait vraiment peu parlé. Et en fait, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'avis, même à la télé, quand ils en parlaient et tout. C'était. Des fois, j'essayais en fait de poser des petites questions pour essayer de voir en fait leur position. Mais non, c'était toujours neutre et j'arrivais jamais à définir comment ça allait se passer. Voilà, donc j'aurais souhaité qu'avec mes parents, mon coming out ait lieu autrement. Donc je vais vous expliquer. En fait, c'est-à-dire que je préparais une lettre à destination de ma mère car je suis vraiment plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, j'ai tendance à bégayer, à beaucoup stresser. Il faut toujours soit un support écrit, soit une lettre, ou soit que j'ai travaillé avant. Sinon, c'est vraiment compliqué pour moi de parler. Donc, du coup, voilà, j'ai eu l'idée de la lettre pour l'annoncer. Surtout qu'en plus, j'étais déjà en monnaie depuis quelques mois, comme je l'ai dit auparavant, et ça allait se voir très, très bientôt. Autant en changement physique, mais aussi des changements au niveau de la voix. Et je ne peux pas prétendre d'une angine constamment. Au bout d'un moment, l'angine, c'est plus possible, quoi. Donc, je culpabilisais encore une fois beaucoup, comme presque tous les soirs, de ne pas réussir à leur dire avant ma première injection. Ça a été vraiment dur moralement, mais après, dans le temps, j'ai fait un travail sur moi pour déculpabiliser. Voilà. Puis à chaque fois que j'avais envie de me lancer, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait et qui faisait que je pouvais pas y aller, quoi. Donc, lors de cette lettre, en fait, je lui expliquais absolument tout.
J'ai pris plusieurs jours à la rédiger. Mais encore une fois, le même problème en fait que quand j'étais au pompier, mon compte Instagram a fuité. Et quelqu'un qui a trouvé mon compte Instagram connaissait ma mère en fait et il lui a partagé mon compte. Cette personne pensait en fait que ma mère était déjà au courant et qu'il ne lui apprenait rien. Il voulait juste en fait qu'elle voie mon compte, pardon, sans aucune pensée forcément négative. C'était juste pour lui partager. Au final, en fait, j'ai jamais pu finir ma lettre et elle l'a su comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça, je l'ai très mal vécu en fait de me faire outer auprès de ma mère. Outer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait ton coming out à ta place et que toi, tu n'es pas prêt ou tu veux juste pas tout simplement le faire encore maintenant ou juste pas le faire du tout. Enfin, on fait ton coming out de force pour toi. En fait, à ce moment-là, quand ça a été fait, on n'était pas à côté physiquement. Parce que moi, j'étais confiné en fait chez ma mamie, parce que c'était pendant le confinement et je voulais passer un peu de temps avec ma mamie. Et donc, forcément, la veille, on s'était appelé normal pendant 1 heure et demie, presque, on avait discuté, on avait rigolé, tout ça. Et là, le lendemain, donc du coup, le jour où elle a appris, je vois maman, maman appelle entrant. Donc, je dis allô maman, et puis là, je sens tout de suite que il y a un truc, pas qui va pas, mais qu'il y a un truc, en fait, un truc différent que, que d'habitude, tu vois, un truc qui. J'ai tout de suite tilté que ça allait pas, mais dans ma tête, au moment où j'ai entendu son allô, je me suis posé 10 000 questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? En fait, je l'ai ressenti, mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment expliquer que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui était qui allait se passer. Voilà, en fait, c'est vrai que la manière dont ça a été fait, en fait, c'était brutal, très très brutal. Donc, bien évidemment, fait de cette manière, l'acceptation de la nouvelle, c'est, je pense, un peu plus compliqué parce que du coup, ça n'a pas été expliqué avec mes mots, ça n'a pas été expliqué de la bonne manière, ça m'a clairement été volé et je pense que, enfin, je suis quand même son enfant, qu'elle aurait aimé l'apprendre par moi, donc. Voilà, c'est vrai que ça a rajouté encore une pression en plus, et sachant que de base, j'ai une énorme pression pour le coming out. Alors là, j'étais dans un état de stress, mais indescriptible. On a parlé, puis petit à petit, voilà, quoi, ça s'est fait tout seul. En fait, la seule chose, je dirais, qui a été un petit peu compliquée, la seule chose qui a été du coup de mon côté un peu brutale, et que, on va dire, j'ai mis un peu de temps à pardonner, je pense, au fond de moi, c'est que quand elle l'a su pour moi, elle m'a tout de suite dit appelle ton père et dis-lui. Et il faut savoir que bah, moi, là, j'étais pas du tout prêt à faire mon coming out à ma mère et encore moins à mon père. Je dis encore moins à mon père parce que je pense que je me mettais encore plus une pression par rapport à lui et ça, je ne saurais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours les choses, on va dire, officielles à annoncer. Avec mon père, j'ai toujours voulu que ce soit parfaitement impeccable, carré, que ce soit tout soit nickel, grandiose. Il n'y a absolument aucune raison. Il n'y a pas de. On a une très très bonne relation. On s'entend très 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 bien lui et moi et tout, mais je ne sais pas pourquoi. Je voulais que ce soit. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette pression. Peut-être là, je ne sais pas comment expliquer. Je me suis dit peut-être annoncer à mon père qu'en fait il a un fils et pas une fille. En fait, c'est exactement pareil qu'annoncer à sa mère qu'il a un fils et pas une fille. Pourtant, je pense qu'inconsciemment, ça a changé et je pense qu'il doit avoir aussi la pression de la masculinité, peut-être inconsciemment. Mais ça, après, on ne va pas se pencher sur la question parce que ça s'éloigne un peu des sujets aujourd'hui. Mais je pense qu'au fond de moi, ça devait être ça. Donc, au final, je lui ai dit, mais je peux pas l'appeler maintenant, je peux pas, j'ai besoin de faire mieux les choses, j'ai besoin. En gros, j'ai eu une pression, mon dilemme, c'était tu le fais toi ou je le fais moi. Donc, ok, donc là, je viens de me faire outer, et la personne qui a appris notre identité va aussi reproduire ma outing. Donc, ok, ça faisait un peu beaucoup de stress, je ne lui en veux pas du tout, parce qu'elle était paniquée, et voilà. Mais c'est sûr que sur le coup, ça a été très, très violent. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, tu n'as pas le choix, hein. Soit elle explique ton ressenti, ou soit elle va l'expliquer avec son interprétation qu'elle s'est fait tout de suite de l'idée. Et à mon avis, c'est mieux que tu le dises toi-même avec ton propre ressenti. Ça sera plus simple et plus compréhensible peut-être, parce que là, elle est avec la panique et ça aurait été un peu bafouet.
Donc, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire de très, très important, mais j'arrive pas à te le dire. Donc, c'était quoi? Tu as fait quelque chose de grave, tu as fait une bêtise. Et en fait, moi, comme j'ai dit avant, je m'étais raisonné que c'était pas quelque chose de grave, que c'était pas une bêtise. En fait, sur le coup, j'étais tellement paniqué que j'ai dit oui, oui, c'est quelque chose de grave et oui, je pense que c'est une bêtise et oui. Alors, tout ce chemin que je m'étais fait avant, en fait, en 30 secondes, il y a tout qui est parti, la panique, elle est complètement revenue. Et au final, il m'a dit, bah, je sais pas, dis-moi, tu me fais peur, tout ça. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je vais raccrocher et je vais t'envoyer un mail. Donc, en fait, j'ai scanné la lettre que j'avais fait. Je complétais quelques lignes, en fait, et je l'ai envoyé par mail parce que par SMS, le fichier était trop lourd et puis je préférais l'envoyer par mail. Donc, au final, je sais qu'il est en train de lire le mail. Ça prend du temps parce que c'est du coup un mail très, très long. Puis là, il y a le stress des minutes, hein, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes. C'est là à peu près de 30 minutes. Je vois le téléphone papa qui sonne. Donc là, j'étais vraiment, je tremblais, je dégoulinais. Ah, c'était une réaction vraiment. Wow. Et là, il me dit quoi? Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, et du coup, c'est ça ta bêtise? Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que c'était un ballon de stress, en fait, qu'avec une aiguille, on éclatait. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, je me suis fait tout ce monde, toute cette montagne, tout ce stress. Après, il me dit ça. Et après, il me dit, mais du coup, je dis, du coup, quoi? Tout ce que ça va me dire, c'est tout ce que. Enfin, je sais pas. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis clairement, si c'est ce qui te rend heureux et si c'est ce qui te permet d'atteindre ton bonheur, moi, en gros, je pourrais que te soutenir. Et puis, il y a eu une petite phrase, en fait, qui m'a, je pense, totalement déstressé et que j'oublierai jamais. Voilà, j'en rigole, mais sur le coup, ça m'a fait pleurer. J'aurais jamais pu pleurer à cette phrase. Il m'a dit, puis c'est génial, au moins, on pourra faire du foot torse nu sur la plage. Et je me suis dit, mais ok, enfin, je peux faire cette réaction que en t'es plus mon fils, pars, tout ça. Enfin, je trouve ça excellent, quoi. J'allais pas rentrer dans un discours de qui te dit que je veux faire l'opération du torse. Non, non, j'allais pas m'amuser à rentrer dans des petits détails comme ça. J'étais déjà très content qu'ils me disent ça. Donc voilà, et puis au final, dans ma lettre, en plus, je parlais que j'allais faire l'opération du torse, donc qui était légitime de me dire ça. Puis voilà, donc au final, avec mon père, ça s'est très bien passé. Il m'a juste posé des questions. Il m'a dit des questions, par contre, absolument sans panique. C'est des questions très sérieuses. Est-ce que tu es sûr de toi? Comment tu as eu ton déclic? Il essaie vraiment de comprendre, mais sans émettre aucun jugement, aucune panique. Je pense que au fond de lui, bien sûr, ça devait l'impacter. Bien sûr. Après, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a demandé, m'a fait comprendre s'il pouvait en parler à la famille. Donc, je lui ai dit oui. Pas pour me outer quoi que ce soit, hein, parce qu'il a voulu quand même mon consentement, ce que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Puis, il avait vraiment beaucoup de joie à le faire, en fait. C'était pas un j'ai quelque chose à vous dire. Il a fait, en fait, il avait la même vision de mon coming out. Enfin, on avait tous les deux la même vision de mon coming out. C'est-à-dire que moi, je voulais quelque chose de positif. Et lui, quand il a dit aux autres, il l'a fait aussi de manière positive. Donc, de manière positive, pardon. Donc, je me dis, en fait, c'était génial. Et quand il a annoncé à la famille, c'était écoute, maman, pendant ma vie, t'as un petit-fils maintenant, il est tout heureux, c'est génial. À sa sœur, il a dit voilà, maintenant t'as un neveu. Enfin, il a dit en fait d'une manière, papa, il aime bien l'humour, il aime bien rigoler. Il a dit avec un ton humoristique, il a dit vous savez pas quoi maintenant, vous avez un neveu. Enfin, vraiment, il était vraiment, enfin, ce genre de réaction, je pense que déjà, je ne m'y attendais absolument pas, mais absolument pas du tout, du tout. Jamais de la vie, j'aurais pu penser en fait, que ça allait se passer comme ça. Et après, toute la journée, j'ai reçu des messages du coup de ma famille paternelle disant coucou Kevin, voilà, félicitations, papa nous a dit, voilà. Et en fait, absolument personne, mais personne, même pas ma mamie quand même, hein, ma mamie qui a plus de 70 ans, n'a émis un jugement, quoi que ce soit. Même ma mamie m'a envoyé un message au cours de la semaine où elle l'a su pour me dire voilà, je regarde des vidéos sur YouTube de, je ne veux pas balancer son nom parce que j'ai pas son consentement, mais d'une personne assez connue qui fait des vidéos sur YouTube sur la transidentité. Et elle m'avait envoyé une petite photo et en plus mon amie, je sais qu'elle a du mal à prendre les photos, donc elle s'était vraiment donné du mal. Elle m'avait dit voilà, je regarde des petites vidéos YouTube pour mieux comprendre et pour comprendre tout ce que tu as vécu. En tout cas, je pense à toi, à bientôt. Donc, enfin,
Bon, au début, je paniquais encore, hein. J'étais encore dans la phase de c'est pas possible, c'est un rêve. Et donc, dès que je voyais un message comme ça, je verrouillais mon téléphone, je paniquais. Enfin, j'avais quand même une réaction très enfantine. Et puis après, je reprenais vite mes idées et je répondais, bien évidemment, je n'allais pas leur laisser en vue. Donc après, il y a eu le repas de famille, bien évidemment, qui a eu lieu, parce que on fait beaucoup de repas de famille, et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? J'appréhendais vraiment, vraiment beaucoup ce repas de famille. Et au final, il a eu lieu à peu près un mois et demi, 2 mois après, parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre d'en faire autant qu'on voulait par rapport au Covid et au confinement. À mon étonnement, au début, personne ne s'est vraiment trompé, on va dire, enfin, trompé, employé mon prénom de naissance et à me mégenrer en disant elle, tout ça. Donc au début, c'était vachement cool. Après, forcément, vu que c'était la première fois, par réflexe, il y a eu bah, forcément hein, du mégenrage, tout ça. Mais forcément, au début, en fait, ils ne s'en rendaient pas forcément compte. Donc, ils ne se reprenaient pas. Et moi, en fait, je n'osais pas les reprendre parce que je n'avais pas envie de les contredire, j'avais pas envie de les blesser. Je préférais plutôt, limite, avoir mal moi que plutôt les gêner eux, en fait. Je préférais être moi dans une situation inconfortable que ce soit eux qui ressentent ça. Et après, je me suis dit, en fait, non, tu as assez subi ça, t'as assez voilà, t'as pas à subir qu'on emploie ton dead name, t'as pas à subir qu'on te met genre, même si c'est pas volontaire. Et puis, si tu prends pas l'habitude de le faire maintenant et de leur dire maintenant, au final, en fait, ça va continuer à être comme ça. Et ils pourront pas s'habituer à correctement te genrer comme tu es, enfin, te genrer te genrer comme tu t'identifies. Donc voilà, donc au final, j'ai pris mon courage à deux mains, même si j'aime pas faire ça du tout, reprendre les gens que j'ai. Je les ai repris en leur disant, voilà, c'est pas méchant, mais non, c'est pas mon prénom, ça, c'est fini. Maintenant, mon prénom, c'est Kevin, et mes pronoms, c'est il. Et je dis pas ça pour vous embêter, je dis pas ça pour vous contredire, je dis juste que moi, ça me fait beaucoup de mal. Je sais que vous m'aimez et que c'est pas votre but. Donc voilà, je me permets de vous reprendre afin que vous vous corrigiez de vous-même et qu'au bout d'un certain temps, vous vous trompez plus. On est passé de ça va, je fais pas exprès, c'est le début, à oui, pardon, t'as raison, je me reprends. Et je pense que c'est important d'expliquer aussi le pourquoi du comment, en fait, on veut pas être genré au féminin et qu'on emploie notre DNA, même si pour nous, c'est évident, hein. Pour nos proches, il faut se dire que ça n'allait pas forcément. Donc, moi, je sais que je leur ai vraiment expliqué la douleur que ça m'a apporté. J'ai vraiment insisté sur ce côté souffrance et douleur que ça me faisait quand je les entendais me dire ça. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et vu ils avaient de l'amour pour moi, ils ont fait particulièrement attention. Puis, bien sûr, il y a eu encore des fois hein, où ils se sont trompés. Il y a eu encore pas mal de moments. Mais après, ça s'est fait tout seul à partir de 6 7 mois de testostérone. En fait, ils se sont tellement habitués qu'après, ça a été enregistré définitivement. Et c'est comme si mon dead name a été complètement enterré, oublié, et que maintenant, limite, s'ils l'entendaient, ça les surprendrait. J'en suis presque sûr de ça. Après, je sais aussi que mon papa, lui, faisait quelque chose qui était vraiment très, très adorable. Et je pense que c'est vraiment, en fait, une des meilleures techniques à faire. C'est avant de parler au début, sachant que ça me faisait du mal et que j'en avais conscience, quand, je sais pas, par exemple, il me disait à table, il pouvait juste me dire à table, mais je sais pas, il voulait dire mon prénom. Euh, Au lieu de dire à table avec mon dead name, il disait à table, il y avait ce petit E en fait où il réfléchissait, je voyais qu'il réfléchissait pour pas se tromper, il y avait 2 3 secondes, et après il disait mon prénom. Et en fait, je trouvais vraiment ça très très mignon, parce que bon, certes, c'était pas encore évident, tout ça, mais ça, il n'y a pas de souci, c'est le temps d'adaptation, et puis il n'y a pas de mauvaise foi, donc chacun à son rythme, pardon. Et donc voilà, et puis je me dis en fait c'est juste génial parce que plutôt que de parler trop vite et de blesser la personne, il suffit juste que tu prennes 2 3 secondes dans ta tête en fait, que tu enfin que tu te dis la phrase à toi-même et que voilà, tu réfléchisses 3 secondes, juste 3 secondes, juste 3 secondes pour ne pas blesser une personne. Je pense qu'il vaut mieux retarder sa phrase un tout petit peu plutôt que la personne en face ait une crise de dysphorie ou se sente mal ou ça lui pourrisse la journée ou voilà. L'importance des mots et des conséquences de ceux-ci sur la personne à qui on les dit
on n'en parlera jamais assez. Un état dysphorique, une dysphorie de genre, est caractérisé par une identification forte et permanente à l'autre genre, associée à une anxiété, à une dépression, à un désir de vivre en tant que genre différent du sexe attribué à la naissance. Il faut faire la part des choses entre les personnes donc, qui sont vraiment, on va dire, de bonne volonté et qui se reprennent, qui vont s'excuser quand elles se trompent, qui vont vraiment faire de leur maximum. Et les personnes qui vont pas se reprendre, qui vont faire comme si de rien n'était et qui vont minimiser la chose et qui vont en fait être hyper réductrices. En fait, ton identité, elle va être complètement enterrée et ils s'en rendent même pas compte. Et ça, ouais, c'est très violent. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, pendant 17 ans, en fait, j'ai entendu mon dead name. Pendant 17 ans, tous les soirs, presque, je faisais des crises de dysphorie sans même trop comprendre pourquoi. Bah écoute, maintenant, j'ai plus trop envie de subir ça, surtout que maintenant, je sais qui je suis. J'ai commencé ma transition. Enfin, non, quoi. Et avant de faire mon coming out, j'avais peur justement que ça arrive, ce genre de moment, peur de perdre des amis, tout ça. Mais je me suis dit, en fait, une personne qui préfère que tu restes dans ton malheur plutôt que faire attention à te gérer correctement ou juste prendre 3 secondes de sa vie pour ne pas te blesser. En fait, c'est que c'est pas un ami. C'est pas ça l'amitié. Ça n'a pas ce mérite-là. Donc, je me suis dit, en fait, tu n'es pas perdant, mais tu es gagnant. Et est-ce que ça se fait de demander à une personne comment on doit la genrer? Je sais que pour ma part, j'étais en début de transition, c'était pas évident, en fait, pour les personnes, par exemple, qui ne me connaissent pas, je sais pas, je sors me promener, je vais acheter du pain. C'est peut-être pas évident, en fait, de trouver le bon pronom. Donc, le mieux, selon moi, c'est de demander les pronoms à la personne quand elle est en début de transition, lui demander, voilà, tu préfères que je te genre correctement, je te demande ça parce que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Et ça, en fait, c'est tout à fait safe, en fait, de demander cette question, c'est tout à fait OK. C'est bien même, je sais que moi, j'avais par exemple, j'avais acheté une fois une baguette de pain dans une boulangerie et j'étais à peu près à 2 mois sous thé. Et en fait, sous thé, c'est sous testostérone, je dis ça depuis un petit moment, mais voilà. Et donc, vu qu'il y avait le masque à ce moment-là, la boulangère, en fait, je sais pas, elle s'est fiée à ma coupe de cheveux, donc un stéréotype de genre, et m'a dit bonjour monsieur. Donc là, j'étais très content. Là, on était euphorie maximum. Et puis après, quand j'ai dit bonjour, elle m'a dit madame. Et là, je suis passé de euphorie à dysphorie en 10 secondes, et ça, ma sensation émotionnelle qui est extrême. Et en fait, je me suis dit, encore stéréotype de genre. La coupe de cheveux, tu sous-entends que vu que c'est court, c'est masculin. Ma voix, vu qu'elle est aiguë, sous-entends que c'est féminin. Mais en fait, pour moi, on ne peut pas genrer une partie du corps en attribut du corps, en mouvement du corps, une voix. On ne peut pas genrer. Il n'y a pas de coupe féminine, masculine, de bouche masculin, féminin. Même la barbe, systématiquement, je te dis barbe, tu veux l'associer à homme, alors que non, pas forcément. Une femme trans peut aussi avoir de la barbe, ou même il peut y avoir des personnes, des femmes cis qui ont aussi, par exemple, un taux de testostérone qui est trop élevé et qui peuvent avoir, par exemple, plus de pilosité. Enfin, la barbe, c'est pas forcément masculin. Les règles ne sont pas forcément féminines. Un homme trans peut avoir aussi ses règles au début de sa transition, ou même un homme trans qui ne prend pas de testostérone parce qu'il peut juste transitionner socialement, par exemple. Euh, Enfin voilà, il faut, je pense, vraiment dégenrer ces parties-là. Mais ça, pour la société, à mon avis, c'est quelque chose qui prendra des dizaines et des dizaines d'années et qu'il y aura toujours des stéréotypes. Et je pense qu'on en a tous, même inconsciemment. Et même moi qui ai ce discours, en fait, je pense que je suis amené à en avoir. Mais c'est de l'inconscient et ce raisonnement, je pense qu'il faudrait l'avoir, mais il est, je ne vais pas dire quasiment impossible parce que ça paraît défaitiste, mais il est très très dur, je pense, mais ça serait miraculeux. Il n'y a pas de moment précis pour dire qu'une personne a fini, entre guillemets, sa transition. C'est-à-dire que si une personne veut juste s'arrêter socialement, à changer sa carte d'identité, elle pourra. Si une personne estime que sa transition sera finie après 2 ans sous testostérone, c'est son choix. En fait, chacun peut choisir son propre parcours et estimer quand est-ce qu'il a fini. Et donc, pour éviter de mégenrer une personne, comme l'a si bien dit Kevin, on va employer des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui désignent tant le mâle que la femelle d'une espèce,
mais inclut également les non-binaires, toute l'humanité quoi. Au lieu de dire étudiant ou étudiante, on peut dire la communauté universitaire. Pour homme ou femme, on pourra dire humain, et frères et sœurs devient alors adelphes, etc. Pour continuer sur la notion linguistique de la transidentité, quels sont les mots et expressions à bannir ? Les questions que vous ne posez pas à une personne que vous pourrez croiser dans un bus, ne les posez tout simplement pas à une personne trans. Est-ce que vous demanderiez à un inconnu ce qu'il a entre les jambes? Évidemment, la réponse est non. C'est très déplacé et surtout, ça ne nous apporte absolument rien. Donc, c'est pareil pour une personne trans. Et puis, cela révèle vraiment de l'intime et c'est très, très intrusif. Puis, justifier en permanence que le sexe et le genre sont deux choses différentes, c'est très, très épuisant à force. Donc, ne remettez également jamais en question l'identité dans laquelle elle se définit. Les phrases du style tu ne seras jamais un homme tant que tu n'auras pas changé ta carte d'identité, ou tant que tu n'as pas commencé les injections, ou tant que tu n'as pas fait l'opération de réassignation sexuelle, non. Encore une fois, vous êtes personne pour définir si oui ou non elle a le droit d'être qui elle est. Il y a également les faux compléments, comme par exemple, franchement, ça ne se voit pas que tu es trans. Ça veut strictement rien dire, voir qu'on est trans. Encore une fois, ce sont juste des stéréotypes de genre qui rentrent en compte. Une femme trans avec une mâchoire prononcée, ça va forcément, entre guillemets, se voir. Alors qu'un homme trans avec une barbe, ça ne sera ni vu ni connu. Mais c'est faux, les grosses mâchoires et les barbes ne sont pas forcément masculines, on ne peut pas genrer une partie du corps. Cela revient au même que les parties génitales. Encore une fois, notre transidentité, quand nous ne l'avons pas décidée, elle n'a pas à être le sujet principal des discussions. On ne s'attarde pas sur le fait que vous soyez cis, alors ne vous attardez pas sur le fait que nous soyons transgenres également. Ce qui compte, ce n'est pas le mot qu'il y a derrière, cis ou trans, pardon. C'est celui qui y a devant, homme ou femme, pour parler de manière très binaire, bien sûr. Pour moi, en final, pardon, pour moi, en final, la meilleure manière d'aborder la transidentité est de demander à la personne, pour commencer, si elle est OK de parler de ça, donc de lui demander clairement son consentement. Et si vous avez un doute sur son pronom, plutôt que là ou le mégenré, demandez-lui directement. Et toi, du coup, tu t'identifies sous quel pronom? Également, éviter les questions du passé, c'est-à-dire demander le prénom de naissance. C'est juste de la curiosité déplacée, à part juste renvoyer la personne à son passé et à ce qui a été potentiellement une source de douleur, ça n'apportera vraiment rien d'intéressant. Mais beaucoup, même en sachant ça, ils continueront à le faire et ils sont donc prêts à faire ressentir de la douleur juste pour satisfaire en fait leur plaisir personnel. Et c'est là en fait qu'on passe de transphobie involontaire à volontaire en fait. Et bon voilà, et la seule personne pour moi qui peut vraiment révéler son dead name et être autorisée à le faire, on va dire, bah, en fait, c'est tout simplement elle-même. En fait. Si elle est en accord avec ça et qu'elle se sent OK de l'aborder, bah là, il n'y a aucun souci, mais sinon, ça peut vite être irrespectueux. Euh, donc voilà, parce que vraiment, majoritairement, c'est pas le cas. Et voilà, il faut vraiment faire attention avec ça parce que ça peut vraiment renvoyer à quelque chose de pas très, très agréable. Pareil, il faut ne jamais outer une personne, c'est-à-dire faire son coming out à sa place. Ça peut être vraiment très, très, très douloureux et puis socialement aussi, ça peut avoir un impact énorme. Imaginez que, par exemple, un ami vous présente à un groupe d'amis et il vous consacre uniquement de l'attention parce que vous êtes cis. Bah, ça serait épuisant. Vous aurez l'impression de ne pas de n'exister que par rapport à ça. Vous vivez autrement que juste par votre genre ou par un petit détail. Enfin, vous voulez qu'on vous regarde pour qui vous êtes vraiment et pas juste pour, par exemple, je suis trans ou je suis cis. Une personne cis, on lui apporte jamais cette attention-là parce qu'elle est cis. Mais par contre, une personne qui est trans, parce qu'elle est trans, ça va être le centre de discussion. Et ça, en fait, rien que ça, c'est une différence qui est très pesante et très présente. Et c'est vrai que c'est dérangeant d'être systématiquement le centre
de discussion, en fait, des conversations ou les centres d'intérêt. Enfin, ça renvoie vachement à une image comme si on était en fait en divertissement. Et moi, je sais que ça, c'est un truc que je peux plus supporter personnellement quand j'arrive dans un groupe d'amis et qu'une personne m'a outé, par exemple, en pleine soirée. Et du coup, tout le monde le sait alors que je n'en ai jamais parlé. Et que pendant toute la soirée, ça va être des questions bien souvent en plus déplacées parce que du coup, il y a la méconnaissance et le manque d'information. Ça, pour moi, c'est vraiment un comportement à ne pas faire, quoi. Voilà. Pour conclure, nous allons donc demander finalement ce que nous fait réellement l'hypersexualisation et la note positive des intervenants. Donc Daniel, quelles sont les conséquences de l'hypersexualisation sur nous-mêmes? La comparaison, la perte de confiance en soi, la perte de confiance en ses capacités, c'est un petit peu pareil, la perte de confiance en soi, la perte de confiance en ses capacités, mais c'est cette remise en question perpétuelle de l'individu dans un objectif à atteindre. Donc, activation des névroses, activation de problématiques psychologiques, voire même psychiatriques, parce qu'on rentre dans un schéma où je dois rentrer dans cette case-là. N'oublions pas que tous les êtres humains sont tellement différents qu'il y a pratiquement autant de cases qu'il y a d'êtres humains, mais il faut rentrer dans une case spécifique. Donc pour rentrer dans cette case spécifique, je vais quelque part m'amputer d'une part de moi-même, et forcément il va y avoir une résonance psychologiquement parlant quand j'adopte une attitude qui est en totale opposition avec ce que je suis au plus profond de moi. Ben forcément il y a un schéma destructeur qui se met en place psychologiquement parlant. Voilà. Donc c'est cet aspect psychologique qui fait que l'individu. Il y avait un humoriste qui avait parlé d'un cycliste. Il disait je me suis dopé à l'insu de mon plein gré. À l'insu de mon plein gré, ben c'est ce qui se passe actuellement. À l'insu de mon plein gré, je rentre dans un schéma qui ne me correspond pas. C'est-à-dire que je le fais sciemment, ou du moins je pense le faire sciemment en ne prenant pas conscience qu'on m'oblige à le faire. Donc à l'insu de mon plein gré, ça peut presque devenir une maxime, tellement ça touche aujourd'hui l'être humain. L'être humain, c'est ça la force des grands trusts, c'est de faire croire aux gens qu'ils font des choses pour leur bien en les manipulant tout bêtement. Donc quand on est manipulé, quelque part on se perd, psychologiquement parlant on se perd. Comment fait-on pour sortir de cette hypersexualisation? Ben, c'est tout bêtement le fait de se poser et de se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de devenir, ce que je suis en train de faire, correspond à ce que je désire être? Est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce que... Tout à l'heure, j'ai reçu une personne qui m'a dit quelque chose de très pertinent. Elle m'a dit, ce monsieur est tellement pauvre que la seule richesse qu'il puisse avoir, c'est son argent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette parole. C'est-à-dire que ça montre bien ce qu'est devenu aujourd'hui la société. C'est-à-dire que tu as de l'argent, certes tu es riche financièrement, mais ça nous laisse entendre que tu peux être riche à tous les niveaux, affectivement parlant, etc., etc. Tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire que pauvres chômeurs, voire plus loin même pauvres SDF qui sont interdits d'aimer quelque part dans ce mode de fonctionnement. Donc est-ce que mes aspirations en tant qu'être humain sont d'amasser de l'argent ou d'amasser des abdominaux ou d'amasser des seins, etc., voire d'amasser des conquêtes masculines ou féminines, ou est-ce que mon aspiration, c'est tout bêtement d'être bien, d'être serein, de me sentir bien avec moi-même, tout bêtement. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais peut-être qu'en faisant ça, ils se sentent bien avec eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien alors? Pourquoi est-ce qu'il y a un mal-être? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Parce que quelque part, il y a un mal-être. C'est-à-dire que c'est une course effrénée à l'empilement de quelque chose. Je collectionne. Donc, c'est la quête de la perfection, c'est la quête de quelque chose que je n'atteindrai jamais. Est-ce que j'accepte de ne jamais atteindre? À ce moment-là, grand bien te fasse. Si je n'accepte pas et que je continue malgré tout, c'est là que je me pose la question. Même si j'aime pas trop Alain Souchon, il dit dans une chanson, on nous fait croire que le bonheur c'est d'en avoir plein nos armoires.
Les armoires, elles sont pleines, mais malgré tout, ben, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Ouais, mais je l'ai eu à 50%. Oui, d'accord, mais est-ce que tu en avais vraiment besoin? Oui, mais bon, tu te rends compte, 50%. Oui, mais 50% de quoi d'abord? De quel prix? Ah oui, 50% de 1000 euros. Ouais, ça fait quand même 500 euros. Ouais, tu l'as eu à 500 euros. Et tu vas le mettre? Non, mais je l'ai. Voilà, c'est le fait de, c'est la notion de posséder. Alors posséder les vêtements, posséder les chaussures, posséder la nourriture, posséder l'autre. On a modifié le schéma de l'individu et c'est à ce moment-là que l'individu doit se poser la question, est-ce que je suis heureux de posséder tout ça, tant l'aspect financier que l'aspect matériel, que l'aspect sexuel? Est-ce que je suis heureux de posséder tout ça? J'ai eu 125 amants ou 125 maîtresses. Ok, d'accord. Et alors, tu es bien? Ben non, je cherche à voir la 126e ou le 126e. D'accord. Bon, ben écoute, bonne route. Et quelle est ta note positive de fin à toi, Kevin? Je pense quand même que la transidentité, c'est une thématique qui petit à petit évolue. Et ça, je m'en rends bien compte parce que j'ai de plus en plus d'adeptes. Par exemple, il y a quelques années, c'était plus compliqué de trouver une personne trans avec qui discuter. Et là, je vois qu'il y a vraiment tout un réseau. En fait, c'est agréable de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et en fait, je me rends compte que c'est pas qu'il y a de plus en plus de personnes trans, mais c'est juste que ces personnes-là se rendent compte qu'elles sont de plus en plus en fait, pas en accord avec leur genre de naissance et qu'elles décident justement d'aller vers cette transition justement pour être en accord avec elles-mêmes. Et de plus en plus de personnes comprennent ça et je trouve que c'est quelque chose de super bien parce qu'avant c'était vachement tabou, c'était des années de souffrance, ou une vie de souffrance en fait sans jamais transitionner. Et vu que maintenant on aborde beaucoup plus cette thématique, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de médias qui sont, comment dire, oui, qui parlent de la transidentité. Bon, pas toujours d'une bonne manière, mais quand même bien souvent, ça arrive. Voilà, enfin, il y a vraiment une représentation qui peut être là. Et puis, je pense que c'est important pour les personnes trans, pas forcément jeunes, pour tout âge, en fait, de pouvoir s'identifier à travers des représentations au cinéma, dans des interviews, dans des films, tout ça. Et voilà, maintenant, il y a une parole sur ce sujet qui est assez libérée. Et pour moi, voir de plus en plus de personnes, justement, qui décident de franchir le pas plutôt que de rester enfermées toute leur vie euh, par peur, par honte ou par quelque chose de négatif, en fait, peu importe, moi, je suis content de voir que, bah oui, voilà, petit à petit, ça avance, de voir qu'aussi petit à petit, les lois, par exemple, changent, rien que pour le changement d'état civil au tribunal. Avant, il fallait une stérilisation obligatoire, maintenant, ça a changé. Petit à petit, je me rends compte que vraiment, ça évolue et c'est quelque chose de vraiment cool, quoi. Avant, le délai psychiatrique, enfin, le délai de suivre un psychiatre était obligatoire. Maintenant, il n'est plus obligatoire. Voilà, il est optionnel. C'est plus une obligation légale, du moins. Mais avant, c'était 2 ans ferme, quoi. Quand je dis 2 ans ferme, c'est vraiment parce que ça fait comme si on était emprisonné à travers un médecin. Donc, petit à petit, en fait, la charge mentale qu'une personne trans peut ressentir, je dirais pas que elle s'enlève ou qu'elle disparaît. Je dis juste que petit à petit, on va dire, elle s'atténue. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Après, bien sûr, il n'y a pas que du positif, mais quand même, je suis quand même content de voir ces personnes s'épanouir et voilà. Et puis franchir le pas et de se dire, en fait, ouais, on n'est pas des monstres, on est des personnes comme les autres et pourquoi nous aussi on n'avait pas le droit d'être heureux et du coup j'y vais et voir vraiment en fait que ça devient limite qu'il y a moins ce ah ouais t'es trans, enfin vraiment comme si c'était quelque chose d'étonnant qu'on n'avait jamais vu et que des fois par exemple ça m'est déjà arrivé de parler avec une personne et parler des personnes de lui dire du coup moi-même que je suis trans, il n'y avait pas ce ah ouais comme si c'était vraiment quelque chose de rare. J'ai déjà eu des réactions par exemple c'était ah ok, d'accord, bon, de toute façon, c'est pas très important. Et c'est vrai que quand même, ce genre de petite réaction, comme si c'était en fait banal, en fait, banal, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pour faire comprendre l'idée. Bah ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes qui se sentent mal ou qui sont en questionnement
à vraiment se poser les bonnes questions et surtout ne jamais s'empêcher de transitionner pour une personne ou pour quelqu'un. Après, bien sûr, il y a le cadre où, il y a le contexte où on peut se mettre en danger pour les personnes mineures, où là, c'est tout notre débat. Mais je sais que des personnes, par exemple, de 30 ans, 40 ans, veulent transitionner, mais ne le font pas vis-à-vis de leur famille, tout ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre tout à fait, j'entends, mais j'encourage vraiment toute personne à aller en fait vers ce qui les rend heureux et surtout sur le plan identitaire parce que c'est tellement important. Et je pense que le vrai bonheur, en fait, il passe par soi-même. Et bien sûr qu'on a besoin d'autres personnes pour nous entourer, d'autres personnes pour nous soutenir. Mais avant tout, il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Et je pense que c'est primordial, en fait, pour avoir un accès au bonheur, être OK avec son identité. Dans notre première partie d'épisode, nous avons donc compris l'hypersexualisation de la société. Celle qui impose des pressions sur le physique, la surveillance dont celui-ci fait l'objet sont un moyen rêvé de les contenir, de les contrôler. Ces préoccupations leur font perdre un temps, une énergie et un argent considérables. Elles les manipulent dans un état d'insécurité psychique et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leurs capacités et de profiter sans restriction d'une liberté chèrement acquise. Extrait tiré du livre de Mona Chollet, Beauté fatale. Nous avons ensuite parlé de l'histoire de Kevin, son coming out, mais également de l'importance linguistique. Nous pourrions encore parler de tellement de problématiques, resserrer ou rajeunir son vagin par exemple, le blanchiment d'anus, du rapport entre porno et inceste, des impératifs normalisés, d'en avoir une grosse pour un homme et des lèvres courtes pour une femme, de l'hypersexualisation dans le sport, des poils, de la calvitie, des ventres, des différences et de l'amour. Car comme nous dit Victoire Toyon, dans son livre Le cœur sur la table, il ne peut pas y avoir d'amour sans amour de soi. Cet amour de soi, il passe aussi par la relation que nous avons avec notre corps. Or, nous grandissons dans des corps que toute notre culture nous pousse à détester. Alors, ce que l'on veut comprendre, c'est de quelle façon cette aliénation corporelle blesse nos capacités à aimer et à être aimés. Comment s'en sortir ? Alors, Camille Froidevaux-Métairie, professeure en sciences politiques, nous dit: c'est très important de toujours se rappeler qu'on n'est pas un objet de façon désincarnée. Notre subjectivité se tient de façon absolument indissoluble de notre corporéité. Nous n'avons accès au sens des choses, à nos émotions et même nos idées que par le biais de notre corps. Dans notre tradition occidentale, très cartésienne et dualiste, règne l'idée fantasmatique qu'il y aurait d'un côté l'esprit et de l'autre le corps. D'un côté, le transcendant, de l'autre l'immanent. D'un côté la raison, de l'autre les émotions. C'est une proposition aberrante parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'expérience vécue que nous faisons au quotidien de nos émotions, de nos idées, qui sont toujours nécessairement incarnées. Alors que si l'on accepte l'idée que quoi que nous fassions, les choses les plus intellectuelles comme les choses les plus corporelles, nous ne faisons qu'un, sujet et corps réunis ensemble, on s'autorise un accès à soi beaucoup plus immédiat, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 7e épisode de Podcast ou sexiste lié au corps.
On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux.